Si t'es un couple musulman marié à haut revenu qui souffre de blessures émotionnelles dans ton mariage, soit parce que t'as fauté et que depuis ton partenaire souffre, ou soit parce que toi-même tu as été trompé ou que ton partenaire a fait une faute, cette vidéo est pour toi. Et j'espère pouvoir te donner accès à de la vraie science de relation de couple pour que tu comprennes pourquoi et comment tu peux te sortir de cette situation. Et si tu regardes cette vidéo, je comprends que tu dois être dans un état très douloureux. C'est très dur ce qui t'arrive. De pas réussir à faire confiance à l'autre. De repenser à l'ancienne relation, de se dire que ce sera plus jamais comme avant. De ne pas réussir à se projeter dans l'avenir avec une personne qu'on aime. Et j'écris cette vidéo en ayant en tête un client que j'ai aidé l'année dernière. Un homme que je vais appeler Samir pour respecter son anonymat. Qui lui aussi était un homme à succès. C'était un homme algérien, ingénieur, qui avait une société à lui, qui par cette société avait pu s'acquérir des biens immobiliers, qui vivait dans une belle maison, il avait une bonne famille avec sa femme et ses enfants. Jusqu'au jour où, suite à une dispute entre sa femme et sa femme est partie au commissariat porter plainte contre sa mère pour essayer de la faire condamner sur des accusations très graves. Et suite à ça, Samir était détruit. Et je me souviens encore le jour où il nous a contactés. Moi, j'étais en déplacement à l'hôtel. Et j'ai pris son appel. Et il me disait, Abdelwadoud, tu sais, j'ai envie de la détruire. J'ai envie de me venger. Et j'arrive plus. Et je lui ai dit, écoute, Samir, laisse-moi quelques semaines. Voir si on peut faire quelque chose. Voir si on peut mettre en place justement ces méthodes cliniques tirées de la science du mariage. Et il m'a fait confiance. Et ça a été dur. Je vais pas vous mentir, je vais pas vous dorer la chose. C'est dur parce que il y avait des blessures émotionnelles profondes chez lui et chez sa femme aussi. Mais au bout de quelques semaines, lorsqu'on a fait le point avec Samir m'a dit, tu sais Abdelwadoud, tu as sauvé notre mariage. On n'a jamais eu une relation aussi heureuse que la relation qu'on a maintenant. Et donc comment est-ce qu'on a fait ça? En faisant un changement de paradigme, un changement dans la manière de penser les choses simple, qui est que les blessures émotionnelles sont toujours des blessures d'attachement, rien d'autre. Ce qui veut dire que si tu te disputes aujourd'hui, ou si vous n'arrivez pas à dépasser cette blessure, ça n'a rien à voir avec l'événement lui-même, ou la gravité de ce qui s'est passé, ou de l'immoralité de ce qui s'est passé. Et c'est pas une question de justice, de lésé, ou d'injustice ou autre. C'est juste une question d'attachement. Mais bien sûr, cette phrase, elle va pas t'aider si tu sais pas comment la mettre en pratique. Donc, je vais passer un peu plus de temps à détailler la base. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça pour que tu puisses faire le changement nécessaire dans ta vie. Et donc, comme tout le monde, tu es un être humain qui a des besoins d'attachement. C'est normal que tu as des besoins d'attachement parce que c'est un besoin de survie. On est humain et on peut pas survivre si on n'est pas en société, s'il n'y a pas des gens autour de nous. Et en particulier des gens proches de nous. Et donc, on est tous naturellement avec ce besoin d'attachement. Et en fonction de est-ce que cet attachement que j'ai avec cette personne, en fonction de savoir est-ce que je peux vraiment compter sur cet attachement ou pas, l'attachement il sera soit insécure, soit sécure. En gros, si c'est insécure, c'est que je suis attaché, mais je suis pas sûr de pouvoir compter sur cette personne-là. Et si c'est sécure, je suis attaché et en plus, j'ai confiance en cet attachement envers cette personne-là. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur l'attachement sécure, j'ai fait une longue vidéo sur le conflit sur la chaîne. Mais là, aujourd'hui, on va s'intéresser à qu'est-ce que c'est qu'un attachement sécure, parce que c'est ce truc-là qui a été menacé suite à l'événement qui a menacé et qui a créé les blessures émotionnelles dans ton mariage. Et d'après Susan Johnson, qui est la plus grande experte sur la question de l'attachement et de la mise en pratique de l'attachement, surtout en méthode clinique, un attachement sécure, il repose sur 3 grands piliers, qui est l'accessibilité, la responsiveness, et l'engagement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour avoir un attachement sécure, concrètement, tu as besoin de 3 choses. Tu as besoin de voir que ton partenaire il sera là pour toi. Donc tu as besoin de pouvoir poser cette question à ton partenaire, est-ce que tu seras là pour moi? Tu as besoin de voir qu'il pourra répondre à tes besoins. Donc en plus d'être là, est-ce que tu sauras répondre à mes besoins lorsque j'aurai besoin de toi ou quand je serai en détresse? Et la dernière question, c'est est-ce que je suis important pour toi? Donc il y a 3 grands besoins. Besoin de présence,
il y a un besoin de réponse et un besoin d'importance. Et tout ça, ça forme les besoins d'attachement. Quand ils sont remplis, tu as un attachement sécure. Et tu commences à comprendre pourquoi cet événement, je ne sais pas exactement ce que c'est dans ton cas, est-ce que c'est une tromperie, est-ce que c'est un mensonge, est-ce que c'est des coups, est-ce que c'est des insultes, est-ce que c'est des menaces, ça peut être énormément de choses. Mais dans tous les cas, tu comprends pourquoi ça t'a affecté. C'est la même chose pour tout le monde. Ça t'a affecté, pas à cause de l'événement lui-même, mais parce que ça a remis en question l'une de ces trois questions-là. Après ce qui s'est passé, je suis plus tellement sûr que tu seras là pour moi. Ou je suis plus tellement sûr que tu sauras répondre à ma détresse et à mes besoins. Ou je suis plus tellement sûr que je suis important pour toi. Et c'est pour ça que tu souffres. C'est à cause de ça, pas à cause de l'événement en lui-même. Maintenant, j'aimerais bien tout de suite passer au cœur du sujet et te montrer pourquoi vous restez bloqué, qu'est-ce que vous faites de mal et qu'est-ce que vous devez changer. Mais j'ai besoin que tu m'accordes un peu plus de temps pour que je t'explique comment ton cerveau t'aide à survivre. Et tu vas voir pourquoi c'est important dans quelques minutes, Inch'Allah. Toi, personne qui expérimente cette vidéo, qui voit cette vidéo, qui vit dans ce monde, tu es un métabolisme. C'est-à-dire que tu es un système composé de membres, d'organes, composé aussi de nutriments. Tu as besoin d'eau, tu as besoin de nourriture, tu as besoin de sucre, de lipides, d'oxygène. Et tu es un système qui cherche notamment, entre autres, à survivre. Et pour survivre, ce système, il a besoin de rester à l'équilibre. Ce qui veut dire que si tu commences à trop manquer de quelque chose, ou que si tu commences à trop avoir de quelque chose, eh ben tu vas mourir. Donc ce système qui cherche à survivre, entre autres, eh ben il a besoin de rester à l'équilibre. Et donc comment est-ce qu'il fait ça? Il s'aide d'un organe qu'on appelle le cerveau. Le cerveau, c'est un organe qui a des branchements un peu partout dans le corps, ce qu'on appelle des nerfs, et qui reçoit à partir de ces nerfs, à partir de ces branchements, des informations sur lui-même, donc sur le corps, et des informations sur l'environnement. C'est ce qu'on va appeler des inputs ici. Et à travers ces informations-là, il va chercher à faire des prédictions. Qu'est-ce qu'il va chercher à prédire? Il va chercher à prédire deux choses globalement. C'est est-ce que là, mon système, est-ce que mon métabolisme va être déséquilibré? Donc est-ce qu'il va se passer quelque chose qui va faire que je vais avoir un manque ou un trop-plein dans mon système? Ou la seconde question qu'il va poser, c'est si c'est déjà le cas, si je suis déjà en déséquilibre, qu'est-ce que je peux faire pour me rééquilibrer rapidement? Et dans le cas des relations amoureuses, ça se traduit toujours en termes de ces trois besoins. Parce qu'en fait, quand tu as un partenaire amoureux qui est présent pour toi, qui répond à tes besoins et pour qui tu es important, le cerveau il prévoit qu'il y a de grandes chances que ça optimise ta survie. Ça a de grandes chances que si un jour tu as vraiment une détresse ou une galère ou que tu es en forte déséquilibre, et ben que tu auras quelqu'un extérieur à toi-même qui va t'aider à survivre à ce moment-là. Et donc le cerveau il aime énormément ça. C'est pour ça que le cerveau il va chercher des relations amoureuses stables, des bonnes relations amoureuses. Et tout au long de ta relation, depuis que cette relation elle a commencé, ton cerveau il fait constamment des prédictions à partir de comment tu te sens quand le partenaire est là et en fonction de qu'est-ce que tu vois et entends chez le partenaire pour chercher à répondre à ces questions. Faire des prédictions de est-ce que ton partenaire sera là pour toi, est-ce qu'il répondra à tes besoins et à ta détresse, et est-ce que tu es important pour ton partenaire. Et alors, le cerveau, c'est pas un organe parfait, mais c'est un organe qui, avec le temps, en se corrigeant, apprend à faire des prédictions de plus en plus correctes. Et probablement que, avant qu'il y ait la blessure et l'événement qui t'a blessé dans ta relation, probablement que ton cerveau, il avait plutôt une réponse optimiste par rapport à ça. Quand il voyait ton partenaire, probablement qu'il disait globalement oui, je pense que mon partenaire sera là pour moi. Globalement oui, je pense que mon partenaire répondra à mes besoins. Et globalement oui, je peux pas être sûr à 100%, mais je pense quand même être important pour cette personne-là. Sauf que ce qui s'est passé, c'est la raison pour laquelle tu souffres concrètement. C'est qu'à un moment donné dans ta relation, il y a eu un événement, un choc, qui est venu dehors de ce champ de prédiction de ton cerveau. Il est venu dans l'angle mort du cerveau. Un choc qui a remis en question l'une de ces trois choses-là. Et le cerveau, encore une fois, il est là pour t'aider à survivre. Et le cerveau, il est intransigeant, il n'accepte pas l'erreur. Pourquoi il n'accepte pas l'erreur? Parce qu'une erreur peut te coûter la vie. Et donc le cerveau
une fois que ça arrive, il se dit plus jamais je laisserai une erreur comme ça venir me frapper. Et ça, c'est extrêmement déstabilisant pour le cerveau, ce qui veut dire que c'est extrêmement déstabilisant pour toi. Et je vais venir dans un instant, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Mais le cerveau, quand ça arrive, en général, il l'ancre, il le marque, il le mémorise instantanément pour que ça ne se répète plus jamais. Parce qu'il se dit, c'est arrivé une fois, alhamdoulilah, j'ai survécu, je ne laisserai pas arriver une seconde fois. Et donc c'est pour ça que c'est extrêmement déstabilisant pour le cerveau. Une autre raison pour laquelle c'est très déstabilisant, c'est que ça remet en question tout le système. Jusqu'à maintenant, le cerveau, il était capable de faire des prédictions plus ou moins correctes. Mais à partir du moment où mon système s'est totalement trompé une fois, est-ce que je peux encore faire confiance à mon système? Ou est-ce qu'au contraire, je dois commencer à le détruire et recommencer à zéro? Et donc, ça chamboule énormément et donc le cerveau, il doit recommencer à repenser sur lui-même, sur ses potentielles erreurs. Et ça veut dire que toi, qu'est-ce que tu vis pendant que ton cerveau, il fait ce travail? En fait, tu es dans le doute. Tu sais pas si tu vas pouvoir refaire confiance à la personne. Tu sais pas si tu peux lui faire confiance. Tu sais pas si la personne mérite ta confiance. Tu sais pas si toi-même, tu as la capacité de nouveau faire confiance à la personne. Et ça, c'est tellement dur. C'est tellement dur d'être dans cette situation où t'aimes quelqu'un, t'espères pouvoir être avec cette personne-là, où t'as tous ces souvenirs heureux avec cette personne-là, et en même temps, tu te sens coincé. Donc c'est normal que tu souffres depuis tout ce temps-là, depuis ces mois, depuis peut-être même des années, parce qu'on voit des gens qui souffrent de ça pendant des années. Et Inch'Allah, le fait de commencer à comprendre ce qui se passe chez toi, c'est un premier pas positif en avant pour te sortir de cette situation et enfin retrouver la confiance et dépasser tes blessures et aller de l'avant dans ta relation de couple. Mais avant ça, il faut que je parle aussi de quels sont les symptômes que tu ressens à cause de ce choc émotionnel, de cette blessure émotionnelle. Et les symptômes que tu ressens, on peut les catégoriser en deux grandes catégories. Tu ressens des symptômes de deuil et tu ressens des symptômes de trauma. Donc je vais expliquer qu'est-ce que c'est que le deuil, je vais expliquer qu'est-ce que c'est que le trauma pour que tu comprennes exactement la direction à prendre pour guérir, parce qu'en fait, les blessures émotionnelles, ça se guérit comme on guérit un deuil et ça se guérit comme on guérit un trauma, tu le verras. Peut-être pas entièrement dans cette vidéo, mais dans une autre vidéo, je te montrerai qu'est-ce que disent les cliniciens, les experts sur la manière de traiter le deuil et sur la manière de traiter le trauma. En attendant, tu peux regarder des vidéos aussi de ton côté, mais je pense que la qualité de ce que je t'apporterai en termes de véracité scientifique, elle t'aidera Inch'Allah à l'avenir, mais ce sera probablement pas dans cette vidéo. Ceci étant dit, qu'est-ce que c'est que le deuil? Le deuil, c'est quand tu perds une figure d'attachement. Prenons un exemple avec une personne. On va donner un exemple féminin et masculin pour les femmes qui nous écoutent et les hommes qui nous écoutent. Donc on va l'appeler Mehdi, et si pour les femmes, on va l'appeler Sabrina. Mehdi et Sabrina. Donc le petit Mehdi, quand il grandit, il a tout un tas de personnes autour de lui qui sont importantes. Peut-être qu'il a un grand frère, Mortar, qui est important pour le petit Mehdi. Il a papa et maman. Sabrina, même chose. Peut-être qu'il a une sœur, Samira. Et il a papa, maman. Il peut avoir aussi des camarades de classe. Donc pour Mehdi, on va dire c'est Bilal. Pour Sabrina, on va dire c'est Lina. Ça, c'est ma camarade de classe, Lina. Donc il a tout un tas de monde autour de lui qui sont importants et dont il est attaché. Il a un attachement pour ces personnes-là. Bien sûr, Mehdi ou Sabrina, ils peuvent pas tout le temps être collés avec les gens qu'ils aiment et qui sont importants. Ce qui veut dire qu'il va devoir vivre tout au long de sa vie avec ces gens-là tout un tas de mini-séparations. Et je te laisse imaginer qu'est-ce que ça serait si à chaque fois que tu te séparais d'une personne que t'aimes, ton cerveau, il traitait ça comme une séparation définitive. Imagine, à chaque fois ton cerveau il dit « Ah c'est bon, c'est un adieu, c'est un au revoir définitif. » Tu pourrais pas vivre. Si maintenant je te disais que la prochaine fois que tu quitteras ta mère, et ta mère, elle mourra, tu la reverras plus jamais, tu la quitteras pas ta mère, tu resteras probablement à ses côtés, t'arriveras pas à te séparer d'elle. Donc pour pouvoir fonctionner, le cerveau, il garde une trace de tous ces gens-là pour pouvoir te séparer, pour que tu puisses te dire, je me sépare d'eux, mais c'est momentané, je le reverrai. Cette personne-là, elle existe encore quelque part dans ma tête, je reverrai cette personne plus tard. Il va te garder toutes ces informations, garder une trace un peu comme le ferait un ordinateur. L'ordinateur, il a plusieurs critères qui va lui permettre de garder cette trace-là. Par exemple, l'ordinateur, il va garder le nom du fichier, il va garder le poids, la localisation du fichier. Le cerveau, c'est un peu la même chose, sauf que lui, il va garder trois choses. Il va garder le lieu, c'est-à-dire
où est-ce que je vais pouvoir revoir cette personne, le temps, c'est-à-dire quand est-ce que je vais pouvoir revoir cette personne, et l'attachement, c'est-à-dire à quel point j'ai besoin de revoir cette personne. À quel point c'est important pour moi de revoir cette personne rapidement ou pas. Et en fait, le deuil, il arrive à chaque fois que l'une de ces choses-là est fortement chamboulée et que le cerveau a besoin de faire une mise à jour. Et c'est là que tu vas expérimenter du deuil. Si on prend la définition classique du deuil, donc le décès. Admettons que Mehdi, il voit son copain de classe, Bilal, mourir, rahimallah. Enfin, il le voit pas, peut-être qu'il apprend qu'il est mort. Ou alors, si c'est Sabrina, Lina, elle meurt. Et donc là, qu'est-ce qui est chamboulé? C'est ça, le lieu c'est chamboulé, ici, et le temps. Pourquoi? Parce que peut-être qu'on va dire que s'il est mort le week-end, ben Mehdi s'attendait à revoir Bilal lundi matin à l'école. Ou si c'est Sabrina, elle s'attendait à revoir Lina lundi matin à l'école. Et ceux qui ont déjà vécu ce genre de choses, ils savent à quel point c'est dur en fait. D'être attaché à quelqu'un, t'attendre à le revoir lundi matin, et lundi matin t'arrives et il n'y a personne. C'est dur. Et c'est là que tu vas passer par des symptômes de deuil. C'est-à-dire que tu auras un fort désir de voir cette personne, tu auras une forte nostalgie de ce moment où tu pouvais être avec cette personne. Donc tu vas être là, tu vas tout le temps te dire ah, c'était bien, j'aimerais bien retourner en arrière, pouvoir passer un peu plus de temps avec cette personne que je pourrais plus voir. Alors ici j'ai gardé le terme technique, détresse multidimensionnelle, c'est le terme qu'utilise Mary Frances O'Connor, la plus grande spécialiste mondiale du deuil, l'autorité mondiale sur la question du deuil. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas passer par plein d'émotions. Tu vas passer par exemple par de la colère. Tu vas être en colère contre ce qui arrive. C'est pas normal. Je suis pas d'accord. Tu vas passer par de la négociation. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de revenir en arrière? Est-ce que j'aurais pas pu faire les choses autrement? Si j'avais invité Bilal à un goûter ce week-end, peut-être qu'il serait pas mort, je sais pas. Négociation, ça peut être la tristesse tout simplement. Je suis triste. Euh, je suis très triste de ce qui m'arrive. Un fort sentiment de tristesse, ça peut être l'acceptation, ça peut être tout un tas de différentes émotions que tu vas ressentir liées au deuil. Et tu as aussi ce qu'on appelle un search behavior. Je ne l'ai pas traduit parce que je trouve que ça fait grossier de le traduire ici, mais c'est un comportement de recherche. Et donc là, si on prend l'exemple de Sabrina et Mehdi, quand ils arrivent à l'école le lundi matin, le cerveau, comme il n'a pas encore fait totalement sa mise à jour, il met du temps à faire sa mise à jour, il va tout le temps continuer à faire ses prédictions. Souvenez-vous, le cerveau, c'est une machine à faire des prédictions. Il va tout le temps continuer à faire cette prédiction dans laquelle il va s'attendre à ce que tu vas arriver à l'école et que ton camarade Bilal sera là. Et donc tous les matins, tu vas venir à l'école, tu vas t'asseoir, et ton cerveau, il va chercher l'endroit où s'asseyait Bilal, où s'asseyait Lina à l'époque. Et tu vas t'attendre à la voir. Ça va être comme si quand tu vas tourner le regard, cette personne, elle sera là. Mais elle n'est pas là. Et ça, c'est douloureux. Et donc toi, ce que tu es en train de vivre, c'est un deuil, sauf que la chose qui est perturbée, sur laquelle il y a une mise à jour à faire, c'est pas le lieu et le temps, parce que ton partenaire, il est là, tu peux le voir quand tu veux, mais c'est l'attachement. C'est ça qui est remis en question. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, tu étais certain que cette personne était très importante dans ta vie. Mais souviens-toi, tes besoins d'attachement ont été perturbés par cet événement qui échappait au champ de prédiction de ton cerveau. Et donc depuis, ton cerveau, il est plus si certain que cette personne, elle est importante. Cette personne que je pensais être là tout le temps, pour moi, jusqu'à la fin de ma vie, est-ce qu'elle sera tout le temps là pour moi finalement? Est-ce qu'elle est si importante que ça finalement? Et ça, c'est extrêmement douloureux, ça fait que tu vas passer par des symptômes de deuil. C'est-à-dire que tu auras un fort désir, peut-être pas de voir la personne maintenant, mais de retourner dans la relation de l'époque. Tu auras un fort désir de retourner à la relation d'avant et de retrouver cette relation que tu avais avant. Tu auras aussi une forte nostalgie de cette relation que tu avais avec la personne. Tu auras une détresse multidimensionnelle. Tantôt, tu vas passer par de la colère. Tu seras en colère. Comment il a pu me faire ça? Comment elle a pu me faire ça? On avait tellement une belle relation, elle et moi. Et tu vas passer également par peut-être de la négociation. Peut-être que j'ai mal compris. Il n'y a pas moyen peut-être de trouver un arrangement, de trouver une solution pour qu'on retrouve la relation qu'on avait à l'époque. Peut-être tantôt tu vas passer par de la tristesse. Tu vas être abattu. Tout ça, c'est tout à fait normal. C'est simplement le deuil que tu es en train de faire
de l'ancienne relation. Et tu vas avoir aussi des comportements de recherche. Et comment ça peut se concrétiser pour toi? Je sais pas, par exemple, si vous aviez l'habitude de vous envoyer des messages le soir, peut-être que tu vas t'attendre, ton cerveau il va continuer à prédire que tu vas recevoir ces messages et le soir tu vas t'attendre à recevoir un message, mais le message il viendra jamais. Si vous avez l'habitude de sortir ensemble tous les vendredis, peut-être que ton cerveau il va prédire cela et le vendredi soir tu vas te sentir mal parce que ton cerveau il va te rappeler qu'à l'époque vous sortiez ensemble, mais cette fois-ci c'est plus pareil. Et donc tu vis un deuil. Et c'est normal que tu souffres de perdre une personne importante pour toi. Tu souffres comme une personne qui aurait perdu son papa, sa maman ou son mari ou sa femme dans un accident ou d'une maladie grave. C'est normal. Tu étais attaché à cette relation. Tu sais plus si tu pourras retrouver cette relation. Et c'est normal que ce soit extrêmement douloureux pour toi. Il y a également des symptômes de trauma. Et le trauma, ça arrive à chaque fois qu'il y a un choc important pour le cerveau, justement, quelque chose que le cerveau n'attendait pas, qu'il y a un choc important qui implique un grand danger. Beaucoup d'experts ils disent que c'est un grand danger plus de l'isolement, mais je ne l'ai pas mis ici parce que c'est sujet à débat. Et en fait, tu souffres de trauma à chaque fois que le cerveau il subit un grand danger ou une grande peur et que le cerveau il dit cette chose-là, il faut que je le marque, il faut que je le retienne. Et souvent, ce que ça fait, c'est que le cerveau, en fait, il va tout retenir. Il va retenir les émotions liées à ça, il va retenir tout ce que tu as vu, tu auras des flashs, tu vois. Tout ce que tu as vu à ce moment-là, ce que tu as entendu, il va le retenir. Il va absolument tout retenir pour être sûr que ces choses, elles se répètent jamais. Ce qui veut dire que tu vas pas oublier, tu vas tout le temps penser à ce qui s'est passé, et tu vas aussi être dans un état d'hypervigilance. C'est-à-dire que tu auras toujours ce sentiment que le danger, il est encore là, que le danger, il n'est pas parti. Et c'est normal, c'est parce que ton cerveau, il fait un blocage sur cette chose-là, et il ne veut pas lâcher. Il veut garder cette information-là, parce qu'il se dit, cette information, elle est importante, je me suis trompé une fois, je me tromperai pas deux fois. La première fois, je me suis trompé et ça m'a pas coûté la vie. La deuxième fois, c'est peut-être la fois où ça va me coûter la vie. Il faut que je garde cette information. Et donc, c'est pour ça que tu souffres probablement aussi de symptômes de trauma. Maintenant, ça veut dire que pour guérir ces blessures émotionnelles, il va falloir passer par les moyens qu'on utilise pour guérir le deuil et les moyens qu'on utilise pour guérir le trauma. Et ça me ramène enfin au dernier point de cette vidéo, le moment où je vais pouvoir connecter tout ça pour te montrer pourquoi, depuis que cet événement a eu lieu dans ton mariage, toi et ton partenaire n'arrivez plus à avancer. Pourquoi il n'y a plus de confiance dans ton mariage? Pourquoi il y a tout ce ressentiment? Et pourquoi, malgré vos efforts, tout ça, ça reste, ça veut pas partir? Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un événement. En général, c'est soit un comportement de rejet de la part de l'un ou de l'autre, ou soit un comportement indépendant, c'est-à-dire indépendant dans le sens où on va pas considérer l'autre par ce comportement, qui va créer une blessure d'attachement. Ce qui veut dire que ça va remettre en question l'idée de savoir est-ce que mon partenaire est là pour moi, est-ce qu'il peut répondre à mon besoin et est-ce que je suis important pour mon partenaire. Et tout ça, ça va créer de la douleur, du ressentiment, de la méfiance. Et au final, les couples, ils restent toujours coincés, le nez dans le premier point, l'événement, ou dans ces émotions vives qu'ils ressentent suite à l'événement. Donc ils ont tout le temps le nez coincé dans ce que l'autre a fait. Ils ont tout le temps le nez coincé dans qu'est-ce que je ressens aujourd'hui et les blocages que je ressens aujourd'hui. Et personne n'explore les blessures d'attachement. Il n'y a jamais cette discussion qui est faite au niveau de la blessure d'attachement. Or, c'est de là que vient le problème. C'est un peu comme un médecin qui passerait tout son temps à vouloir guérir les poumons d'un client ou d'un patient, alors qu'en vérité, le client ou le patient, il a un problème à l'estomac. Ça va pas le faire, il faut guérir l'endroit où se trouve la blessure, au niveau de l'attachement. La vraie discussion que vous avez besoin d'avoir, c'est comment est-ce que je peux voir, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que malgré l'événement qu'il y a eu lieu, on ait la certitude l'un et l'autre qu'on est là l'un pour l'autre et qu'on sera capable de répondre à nos besoins respectifs et qu'on est important l'un pour l'autre. C'est ça la vraie discussion qu'il faut avoir. Mais les couples, ils restent coincés dans l'événement ou dans la douleur et le ressentiment, et donc ça fait des dialogues de sourds dans lesquels on a le bourreau et la victime. Alors bien sûr, c'est des termes que j'emploie, mais j'ai bien conscience qu'en général, c'est jamais blanc ou noir et qu'il y a souvent une part des responsabilités chez tout le monde. Je simplifie juste pour que vous compreniez, mais il y a le bourreau qui va venir demander pardon, il va continuer à demander pardon, et puis la victime, elle va toujours revenir sur l'événement, sur la douleur, ou parfois même le bourreau revient sur l'événement, donc il est sur la défensive, il se met sur la défensive, oui, mais c'était différent, j'avais des raisons, etc.
Ou alors il va juger la douleur de la personne, donc il va discuter sur la douleur, il va dire oui c'est bon, faut que tu commences à me refaire confiance, faut que tu passes à autre chose, j'ai changé, et donc ça va être en fait une discussion toujours qui va se concentrer sur les choses qui sont secondaires, l'événement et la douleur, le ressentiment, la méfiance, et c'est pour ça que ces couples-là n'avancent pas. Euh, Ici, parmi les erreurs que font souvent les couples, comme je vous ai dit, c'est que l'événement c'est toujours soit un comportement de rejet, c'est-à-dire que vous allez faire quelque chose qui va rejeter l'autre personne, soit un comportement indépendant. Donc c'est facile de tomber dans deux grandes erreurs. La première erreur, c'est de penser que le vrai problème, c'est l'identité. Que en fait, cette blessure-là, émotionnelle que tu as, c'est une blessure d'identité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros, il s'est passé quelque chose, peut-être qu'une personne a insulté l'autre, peut-être qu'il y a un coup qui a été donné, peut-être qu'il y a eu un rabaissement qui a été donné, une remarque extrêmement blessante qui a été prononcée. Et on se dit en fait, ça m'a touché dans ma fierté, ça m'a touché dans ma personne, donc je lui en veux, donc on n'arrive pas à passer à autre chose. Donc vous voyez comment ça peut être si vous vous faites insulter, et ben il y a toute cette fierté, cet amour propre qui peut ressortir et on peut facilement se dire, c'est ça le problème, c'est que cette personne m'a touché dans mon amour propre, elle a remis en question mon identité. Et d'expérience, c'est une erreur que même certains psychologues font, donc c'est une erreur qui est normale, mais c'est totalement faux, c'est pas du tout le cas. Et je vais vous donner un exemple. Il y a quelques temps, j'ai suivi un couple. Comme vous le savez, nous on suit beaucoup des musulmans haut revenu ou des musulmans qui ont une haute influence. Et donc là, c'était une personne qui avait un certain statut, qui avait un certain engagement politique. Et le problème que eux ils avaient, elle me disait, c'est qu'en fait, ils méprisent mon opinion. À chaque fois que je veux présenter mon opinion, ils l'écoutent pas, et ils me traitent comme si j'étais idiote, comme si mon opinion n'avait pas d'importance. Et donc dans la session, ce que j'ai essayé de faire, c'est j'ai essayé de faire ressortir l'attachement qu'il y avait derrière. Et elle-même, elle était bloquée dans ce que je suis en train de vous dire là. Elle-même, elle disait, non, j'ai vraiment l'impression que j'ai juste besoin de reconnaissance parce que j'ai travaillé dur pour en arriver là. Et tout ce que je dis là, c'est des choses qui viennent d'une certaine science sur laquelle j'ai travaillé. Et le fait qu'ils me reconnaissent pas ça, en fait, je me sens pas reconnu dans mon effort. Donc elle-même, elle avait cette idée-là que le vrai problème, c'est un problème d'identité et qu'elle avait juste besoin de reconnaissance et que c'était un problème d'amour-propre. Or, après avoir approfondi, on s'est rendu compte que c'était pas le cas. Donc je lui ai simplement dit, je lui ai dit, écoute, cette chose-là, mépriser ton opinion, est-ce que c'est tout le temps comme ça? Est-ce que c'est quand, à chaque fois que quelqu'un, n'importe qui, remet en question quelque chose que tu penses, que tu crois être vrai, pour lequel tu as étudié, est-ce que à chaque fois tu réagis de cette manière-là? Et elle m'a dit non. Je dis donc pourquoi tu réagis comme ça quand c'est ton mari? Et elle me dit mais mon mari c'est pas pareil. Et pourquoi c'est pas pareil? Et c'est là qu'elle a compris, et c'est là qu'on a pu approfondir. C'est pas pareil parce que mon mari, il est important pour moi. Et on s'est rendu compte que la réalité même, c'est que, à cause de son passé, elle avait toujours cette peur d'être remplacée, de pas être spéciale. Et donc elle avait peur que pour son mari, elle ne soit pas suffisamment spéciale pour que son mari veuille la garder. Et donc, lorsque son mari remettait en question certaines de ces choses-là, pour elle, c'était particulièrement douloureux parce que pour elle, c'est son identité. Et donc, si son mari n'aime pas ces choses-là, n'aime pas son opinion, son discours politique, son engagement qu'elle a développé au fil des années, c'est comme si son mari ne l'aimait pas elle, et donc elle n'est pas spéciale, et donc il peut vouloir la remplacer à n'importe quel moment. Et c'était ça le vrai problème. C'était la blessure d'attachement. C'était le fait qu'on n'était pas sûr, qu'elle n'était pas sûre que son mari serait toujours là pour elle, qu'elle n'était pas sûre que son mari répondrait à son besoin et à sa détresse si elle en avait besoin, et qu'elle n'était pas sûre qu'elle était importante pour son mari. C'était une blessure d'attachement. Et vous verrez que c'est tout le temps le cas. La vérité, c'est que si aujourd'hui quelqu'un vous rejette, vous insulte ou vous méprise, mais que c'est un inconnu, il y a de fortes chances que ça ne vous touche pas. À moins peut-être que vous avez des grosses insécurités, mais à ce moment-là, c'est même pas vraiment forcément une blessure émotionnelle que ça crée, c'est plus que ça touche des blessures émotionnelles qui sont déjà présentes, souvent liées d'ailleurs à des histoires liées à vos figures proches et figures d'attachement. Ensuite, l'autre erreur sur laquelle on peut vite tomber, c'est de croire que c'est à cause en fait de l'immoralité et de la gravité de ce qui s'est passé. Donc comme je vous dis, l'autre moitié
des choses qui vont provoquer des blessures d'attachement, souvent ça va être des comportements indépendants. Et très souvent, ces comportements indépendants, c'est des choses qui sont plutôt immorales, surtout dans le mariage. Ça va être peut-être de l'adultère, une affaire, ça va être une injustice claire qui a été portée à l'autre, un droit qui n'a pas été respecté. Ça va être des choses qui sont clairement immorales. Et donc c'est facile de venir et de se dire, en fait, j'ai un besoin de justice. Moi, on m'a fait une injustice et aujourd'hui j'ai besoin de réparation, de vengeance, de justice. Or, encore une fois, c'est pas le cas. Et je veux que tu t'imagines, je veux que tu te fasses une petite expérience de pensée. Imagine que ton partenaire te vole 30 000 euros. Tu vas probablement être extrêmement blessé, ça va détruire la confiance et tu vas avoir, même chose, cette douleur, ce ressentiment, cette incapacité à aller de l'avant, tout ça sera présent. Mais en fait, et donc tu peux facilement penser qu'ici, ben oui, c'est le cas parce que c'est grave, c'est 30 000 euros, c'est immoral, on m'a fait quelque chose d'absolument immoral ici, et tu auras raison de dire que c'est immoral. Mais là où tu auras tort, c'est de penser que c'est pour ça que tu as été blessé émotionnellement. Parce qu'aujourd'hui, si c'était un parfait inconnu qui t'avait volé ces 30 000 euros, tu serais peut-être en colère, tu serais peut-être outré, tu aurais peut-être envie de justice, certes, mais tu n'aurais pas ces émotions que tu ressens pour ton partenaire aujourd'hui. Ce serait pas pareil, tu serais pas blessé émotionnellement. Et si tu es blessé émotionnellement, pas parce que la chose que la personne a faite est grave, en fait, ça pèse même rien. Cette question de à quel point ce que l'autre a fait est grave, ça pèse parce que ça remet extrêmement en question l'attachement que vous avez l'un pour l'autre. C'est pour ça que vous êtes blessé. Ça, c'est la seconde erreur que je vois beaucoup, c'est que les gens, ils pensent que c'est à cause d'une blessure morale, l'immoralité de ce qu'a fait l'autre, la forte injustice que l'autre a commise par rapport à elle-même ou par rapport à lui-même. En fin de compte, non. C'est encore une fois à cause des blessures d'attachement. Et je vous dis uniquement ça pour pas que vous tombez dans ces pièges-là et que vous restiez concentré dans ce qui compte. Et ce qui est important, c'est-à-dire les blessures d'attachement. Et avant de conclure cette vidéo, je tiens à dire que si tu arrives au bout de cette vidéo, c'est probablement que tu as une douleur immense ou que ton partenaire a une douleur immense, que vous êtes bloqué, que vous n'arrivez pas à aller de l'avant et je sais que c'est extrêmement dur. Et le dernier changement que j'aimerais t'aider à faire, c'est d'arrêter de juger cette douleur que tu ressens, d'arrêter de la rejeter, d'arrêter de la combattre, cette douleur que tu ressens. Parce que s'il y a bien une chose qu'on peut retenir de cette vidéo, c'est que cette douleur que tu ressens, c'est simplement la conséquence de ton amour. C'est simplement la preuve que ton amour est authentique, que ton amour est réel. Car si tu n'avais pas d'attachement avec la personne qui t'a blessé, tu ne serais pas en train de souffrir. Tu souffres parce que tu aimes. Et parce que tu aimes d'un amour vibrant, parce que ton cœur est vivant, parce que ton cœur est vibrant, parce que tu es humain, parce que tu es humaine. Et j'aimerais que tu changes cette manière de voir les choses, que tu ne vois pas en fait cette douleur, ce ressentiment, ces choses désagréables que tu vis comme étant quelque chose de mal. Au contraire, comme étant quelque chose de beau, d'exceptionnellement beau. Parce que c'est la preuve que toi qui vis cette douleur-là, ou que ton partenaire qui vit cette douleur-là, il ressent un amour profond, un amour authentique, un amour sincère, un amour véridique. Et en fin de compte, c'est quelque chose de rare, quelque chose d'exceptionnel. C'est pas quelque chose qui n'a pas de valeur, cet amour que tu ressens. Certes, cet amour que tu ressens, il t'a causé de la douleur, oui. Mais c'est quelque chose qui a tellement plus de valeur que mener une vie sans amour. Mener une vie sans amour, ça serait un peu comme mener une vie en noir et blanc. Imagine qu'on t'enlève les couleurs d'un coup. La vie, elle serait tellement moins belle, elle serait tellement plus fade. Elle vaudrait tellement moins la peine d'être vécue, cette vie-là. Alors bien sûr, si on remet la couleur, peut-être qu'il y aura des couleurs que t'aimes pas. Peut-être qu'il y aura pas tout le temps des couleurs que t'es contente de voir. Mais c'est pas pour autant que un monde en noir et blanc, c'est mieux qu'un monde en couleur. Parce que c'est parce que le monde est en couleur que tu peux aussi voir ces belles couleurs qui te font chavirer, ces belles couleurs qui te transportent, ces belles couleurs qui te font rêver. Et donc c'est parce que tu ressens des émotions, parce que tu vis la vie avec des émotions, avec des couleurs vibrantes, que parfois, quand les choses vont mal se tourner, tu vas souffrir. Et ça, c'est une bonne chose.
Donc, ne combat pas cette souffrance. N'essaie pas de tuer ce cœur qui est vivant et vibrant. Honore-le en honorant cette souffrance sans la combattre et en l'explorant. Et Inch'Allah, en sortant de tes blessures d'attachement. Et je tiens à préciser que t'es resté bloqué pendant des années, mais ça n'a pas besoin d'être aussi dur. Toutes ces années, t'avais peut-être pas le chemin pour sortir de ce problème-là. Et maintenant que tu sais qu'il suffit juste de te concentrer sur ces 3 besoins d'attachement, tu te rendras compte que dans ta vie, oui, quand t'aimeras des gens, t'auras des blessures. Mais ça n'a pas besoin d'être aussi dur que ce que t'as vécu. Donc ne transporte pas ton passé, ton expérience passée à avoir du mal à surmonter ces douleurs, ces ressentiments et à aller de l'avant sur toutes les fois où à l'avenir tu auras peut-être des blessures parce que ça arrivera sûrement, encore une fois, parce que t'aimes. Mais ça n'a pas besoin d'être aussi dur. Ça n'a pas besoin de prendre des mois ou des années pour s'en remettre. Et je ferai sûrement une autre vidéo où je vais donner des points beaucoup plus précis étape par étape sur ce que tu peux faire. En attendant, partage cette vidéo à tous ceux à qui ça peut être utile. J'insiste sur tous ceux à qui ça peut être utile. Je fais pas ça pour faire grossir la chaîne, mais pour pouvoir aider plus de gens. Donc ceux qui pourraient bénéficier de cette vidéo, envoyez-leur, Inch'Allah. Et c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Et laissez un commentaire aussi. Oui, laissez un commentaire si jamais vous avez des impressions, des choses à partager. Ça va m'aider à mieux comprendre vos problèmes et ça va m'aider à mieux vous répondre à vos problèmes. Merci de m'avoir écouté. Assalamu alaikum wa rahmatullah.